remercie de me permettre de partager une pratique sauvage. Donc, je suis adjointe du chef de bureau du contrôle de l'égalité des établissements au rectorat de Grenoble. Dans mon service, nous traitons environ 12 000 actes administratifs par an pour les 359 EPLE de l'académie qui portent sur les domaines de l'action éducatrice, de fonctionnement budgétaire et financier. Donc, en conséquence, le volume de données produites est très important. Ces données sont archivées sous la forme d'observations dans l'application DMACT, qui est l'outil de traitement dématérialisé des actes administratifs que nous utilisons. Donc, outre notre activité de contrôle, notre service a un rôle de conseil et d'accompagnement à des EPLE sur des problématiques très diverses. Par exemple, à la suite de la transmission des comptes financiers de l'exercice 2024, plus de 300 comptes financiers ont été réalisés à ce jour. Pour la grande majorité, les observations détaillées ont été rédigées et transmises aux établissements par l'intermédiaire de l'EMAT. Pour faire un bilan des comptes financiers 2024 à l'échelle de l'académie, j'ai procédé à une extraction de la masse d'observations. J'ai ensuite utilisé l'intelligence artificielle, ChatGPT version gratuite, pour traiter ce volume très important de données textuelles afin d'identifier les observations les plus récurrentes et les structurer. Donc j'ai le prompt, c'était la première diapo. Alors je n'ai pas utilisé le diapo pour générer mes diapos. Donc j'ai rédigé le prompt suivant. Peux-tu identifier les remarques les plus récurrentes dans le document joint et les classer? Et donc vous avez le document joint, c'était à la base un tableau Excel de 38 pages que j'ai dû convertir en doc X pour pouvoir le joindre. Donc en quelques secondes, l'IA a produit une synthèse précise, exhaustive et structurée des observations les plus récurrentes, classées en 5 grandes thématiques, chaque thématique précisant bien les pièces, les comptes, les écritures et les programmes concernés, en identifiant de manière très concise les anomalies. Vous avez un petit tableau que j'ai pu rapidement refaire. Donc cette synthèse confirme ce qui avait été perçu à l'issue du travail d'analyse des comptes, mais en apportant des éléments quantifiables. Donc à l'issue d'une remédiation ciblée sur la base des éléments recueillis, traités et structurés par l'IA, va pouvoir être plus facilement mise en œuvre. Donc, j'ai quand même formulé une requête très simple, mais pour faciliter une analyse plus fine, je souhaiterais apprendre à formuler des requêtes plus simples. Et puis, donc je m'interroge aussi sur l'utilisation de l'IA pour affiner le travail de remédiation, parce que dans un souci RGPD, bien entendu, je n'ai pas soumis les données personnelles des établissements pour pouvoir mettre en lien la liste des observations récurrentes et repérer les établissements plus précisément concernés. Donc, en conclusion, de mon point de vue, l'IA trouve tout son intérêt dans l'exploitation de données de masse en ce qui me concerne. Je vous remercie. Bonjour, moi ça va être à une échelle beaucoup plus personnelle. Vous allez voir qu'on change complètement de stratégie. Donc moi je suis militaire de SVT depuis quelques années, puis j'ai envie d'aller voir un petit peu plus loin. Et donc j'ai essayé de candidater à différents postes, et il y a 1 an et demi en particulier, j'ai recouru à 3 IA pour essayer de conforter mon dossier. L'objectif c'était de gagner du temps, pour avoir du temps pour nourrir ma candidature. Mais aussi, j'avais besoin d'être réassuré, et l'IA, c'est bien, on retrouve vraiment de la confiance. Et le point de vigilance que j'ai eu dès le départ, c'était que cette candidature reste bien la mienne, qu'elle soit sincère, et j'ai une chance de pouvoir vraiment la défendre. Donc j'ai fait ce que les élèves savent qu'il faut faire quand ils veulent réussir et apprendre, c'est-à-dire que j'ai commencé par faire tout seul ma candidature, mon CV, ma lettre de motivation. Et c'est seulement après que j'ai interrogé des IA. Et j'ai interrogé 3 IA. Il y en a une dont on a déjà parlé, Perplexity, parce qu'elle donne ses sources. Et quand on veut faire analyser, c'est bien d'avoir du recul sur les éléments qui ont appuyé la réponse de l'IA. 2 autres IA que j'ai utilisées, Claude, il y a 1 an et demi, c'était une IA qui était relativement pratique, on va dire, dans la constitution de ces bases de données. Et elle a l'avantage d'être très froide.
des commentaires assez posés. Et quand ça va un petit peu moins bien, on demande à ChatGPT. Le processus, une fois enclenché, ça a été de demander non pas à l'IA d'analyser mon dossier, mais de me dire ce qui serait important à mettre dans un dossier efficace face au profil qui est publié. Ensuite, seulement, après votre travail, je lui ai proposé de relire mon dossier. Et l'objectif, en fait, ça n'était pas que ça me donne la réponse, c'était de pouvoir en parler avec des collègues en qui j'ai confiance. On a toujours un petit peu peur de le décevoir. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai été rassuré. Et là, j'ai pu me confronter à des collègues, certains concurrents sur le même poste. Et ce qui est intéressant, c'est le côté fonctionnement de l'IA, à la fois comme vraiment un dialogue assez distancié. Un sparring partner, on peut lui demander vraiment d'être très critique sur les éléments qu'il apporte. Et au contraire, et aller jusqu'à même lui fournir un discute avec lui en lui demandant d'être un ami critique. Je lui ai fourni des articles qui permettaient de construire sa posture d'ami critique. Et bon, la première chose, c'est que je suis toujours là. C'est un projet de l'efficacité l'IA. Depuis le départ, j'ai utilisé l'IA pour les candidatures ultérieures. Je pense que mon dossier est relativement stable. Et deux éléments qui me questionnent et que je partage avec vous, c'est vraiment les questionnements éthiques, alors plus personnels, parce que les gens se demandent ce qui ressort de ce dialogue avec l'IA, parce que c'est pour soi. En tant qu'IA, ça questionne vraiment la professionnalité d'un cadre d'éducation nationale, de se dire qu'il y a besoin de cette équipe pour travailler. Et que par moments, c'est plus facile d'aller vers l'IA qu'aller vers les collègues. Et puis, à un point, je suis étonné que ça ne fait encore sorti, mais finalement, en tant qu'humain, est-ce que ça vaut le coup de dépenser des litres d'eau, des tonnes de cuivre, surtout pour ce petit dossier qui est humain. Et tout dernier point, la question de l'hygiène numérique qui a été abordée, qu'est-ce que je fais de mes données personnelles quand je travaille là-dessus? Parce que là, c'est vraiment un travail très très personnel sur soi, mais aussi les données professionnelles. C'est ça, vraiment. Il sera accompagné du professeur, c'est pour ça. Le retour. Alors Mehdi, est-ce que tu peux déjà nous dire comment tu as découvert l'intelligence artificielle et qu'est-ce qui t'a donné envie de l'utiliser au départ? Moi c'est très simple, je suis un enfant des réseaux comme on dit, donc je l'ai découvert en 2022 et ça a émergé via Twitter, qui s'appelle maintenant. Et donc l'utilisation que j'en avais, c'était surtout par curiosité. Est-ce que tu peux nous donner un exemple précis d'un moment où tu as utilisé l'IA? Alors, un exemple précis, ça remonte à la semaine dernière. J'étais malheureusement aux urgences. J'avais raté 2 heures de cours de culture économique et juridique. Heureusement, la professeure, via la Pronote, elle a pu mettre le contenu du cours, qui était très peu fourni. Donc, j'ai fourni ce petit contenu du cours à ChatGPT qui m'a fourni pas moins de 3-4 pages avec plein de définitions et plein de choses intéressantes. Pour au final apprendre 4 jours plus tard, quand j'ai eu le cours d'un collègue qui s'est décidé de me le donner, en fait j'étais beaucoup plus loin que eux. Est-ce que l'IA a changé ta façon de travailler? Alors, je ne dirais pas qu'il a changé intrinsèquement ma façon de travailler, mais elle m'a plutôt aidé comme un professeur, mais qui serait là, comme on dit tous les autres intervenants, quelqu'un qui est là H24 pour nous, et ça enlève ce poids de déranger un autre être humain, de lui prendre du temps pour une question bête, par exemple, est-ce que je dois mettre 2 points après un espace ou avant un espace pour mon contrôle télé. Donc ça m'a beaucoup aidé dans ma manière de présenter mon travail et de me profiler. C'est pas, ça n'a pas changé complètement ma façon de travailler. Ça m'a juste aidé à mon travail. Est-ce que l'IA te rassure? Non. On imagine souvent l'IA pour le travail, mais toi aussi tu t'en sers pour autre chose, notamment pour cuisiner. Tu peux nous en parler? Alors dans ma vie personnelle, je suis quelqu'un de très indécis. La preuve, j'ai fait une licence, après je suis allé en BTS. Pour la même raison que M. Lacroix a énoncé sur les licences. Donc l'IA, je m'en sers surtout dans ma vie personnelle quand j'ai des choix. Et quand par exemple je rentre à midi, que je reprends à 13h,
que je sais pas quoi manger, je vais pas passer 4 ans sur internet à chercher des vidéos où j'ai pas les ingrédients. Donc je demande à Lisa, je donne mon frigo et je dis qu'est-ce que je peux manger dessus. Est-ce qu'aujourd'hui tu considères l'IA comme ton assistant personnel? Alors mon assistant personnel, oui, mais humain, non. C'est-à-dire que ça pour poser des questions quand je suis indécis, mais je m'en sers pas pour faire des choix dans ma vie. Je m'en sers pas pour les choses importantes. Par exemple, le choix du bébé, je l'ai pas fait avec lui. Mais pour les choses vraiment secondaires et qui sont vraiment superflues selon moi, qui sont pas vraiment utiles. Si je pose un être humain, il va me dire pourquoi tu me dis ça. Je suis intéressé. Alors que l'IA va me dire oui, je suis intéressé. Je te réponds. Merci à tous. Bien, donc vraiment une belle séquence. Là, on touche, je pense, à notre domaine. J'ai à la décision, en fait. C'est vraiment, on est au cœur, j'allais dire, d'une situation qui touche la dimension RH et l'accompagnement RH, à savoir comme étudiant, comme dans les apprentissages, l'aide à la décision pour une responsable d'un sujet important. Là, on parle quand même de questions juridiques, financières, et puis la question du parcours, la question des compétences aussi. Donc, je vais me retourner dans un premier temps vers vous, Monsieur Gaudron. Vous avez dit, bon, voilà, je voulais faire un bilan de compétences en quelque sorte. Donc, est-ce que ce bilan avec la machine, enfin avec l'intelligence artificielle, c'est un petit peu ce qui se fait aussi aujourd'hui dans les RH, y compris pour le taux encadrement. Nos DAZEN, nos recteurs ont droit effectivement à ce positionnement sur le leadership. Il y a plein de sociétés qui vous posent plein de questions. Vous remplissez un formulaire avec 40 questions et puis d'un coup vous avez le compte rendu. Bientôt à l'IA-Joseph d'ailleurs, moi aussi, on viendrait. Donc, alors, ce qui m'a un petit peu étonné, mais ça m'intéresse, c'est cette capacité, disons, d'avis critique pour accompagner disons, une question pour l'aider dans les choix. Qu'est-ce qu'un humain n'aurait pas pu faire, ou au contraire, un humain fait mieux, etc. Finalement, pourquoi cette démarche vers un outil peut-être neutre, dans un premier temps? Voilà. Question de confiance en soi, c'est vraiment ça. Ouais. Depuis que j'ai quitté mon poste à l'université, j'ai un syndrome de l'imposteur parce que je me sens en décalage par rapport au parcours de la plupart de mes collègues. D'accord. Donc là, effectivement, on est, disons, dans la question de la confiance en soi. Et d'une certaine manière, est-ce que vous estimez que l'outil, déjà, là, en l'occurrence aussi pour vous, mais aussi pour les élèves, on a parlé des parcours personnalisés, de l'aide à la décision, est-ce que vous trouvez qu'on a un outil qui vraiment va nous aider à améliorer cette dimension cruciale dans l'éducation? Actuellement, ce qui manque, c'est la communication non verbale. C'est dans les échanges. Et c'est pour ça que j'y suis retourné à la fin. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une confrontation humaine pour revenir à cette chose. Alors effectivement, ce sont des expériences qu'on a testées en Chine sur les apprentissages avec des robots, des tablettes, effectivement. Dans les apprentissages humains, la question du mimétisme, d'humain à humain, est cruciale dans la solidification des apprentissages, avec les 4 piliers de Stanislas Dehaene, l'attention, donc capter l'attention, disons la concentration active, les erreurs et la solidification. Madame, vous, sur Madame Andrès, sur la question de la légalité, est-ce que, d'une certaine manière, aujourd'hui, si des machines peuvent contrôler a posteriori, on pourrait imaginer qu'il y a des machines qui valident a priori? On est d'accord? À la base, les observations, elles avaient été rédigées par
notre chef de bureau en l'occurrence et nos instructeurs. Donc là c'est la partie humaine, l'aspect humain, et après ce qui était intéressant, l'utilisation de l'IA a permis d'exploiter toutes ces données, cette masse de données. Mais à la base, le travail a été effectué par des personnes. D'accord. Et donc en tous les cas, ce qu'on peut retenir, c'est que évidemment, dès qu'on a beaucoup de données, les outils informatiques depuis l'origine sont faits pour traiter des grandes masses de données. Enfin, par essence même, enfin, c'est leur force, hein, évidemment, avec des analyses disons, chiffrées, des analyses linguistiques maintenant. Ce qu'on fait aussi quand on a des questionnaires d'évaluation. Hein, ici, nous, on a longtemps mis en place la DH2F, et lorsque vous essayez de vous inscrire à une très bonne formation, par exemple, on vous demande de préciser un petit peu vos objectifs, qu'est-ce que vous attendez de cette formation. Derrière, évidemment, il y a une analyse automatisée qui nous fait ressortir les candidatures les plus intéressantes. On a fait ça avec le site des hautes études. Donc ça, les IA, l'informatique, c'est très très fort là-dessus. Ça, on le sait, c'est pas une grande découverte. La question qui peut se poser maintenant, c'est est-ce que vous avez gagné du temps? Qu'est-ce que vous avez fait de ce temps gagné? Parce que c'est un peu la question qu'il faut poser. On va faire gagner peut-être 5-6 heures par semaine aux enseignants parce qu'ils ne vont plus corriger de copies ou ils vont accélérer dans la préparation de leurs cours sur la différenciation, etc. La question vraiment fondamentale, c'est qu'est-ce que je fais de ce temps gagné? Et je dis attention dans l'accompagnement des transformations des organisations. Ce que je dis, c'est vrai pour toutes les organisations. Si vous faites gagner 5 heures par semaine, mais qu'en même temps, vous n'accompagnez pas le switch vers quelque chose. Le professeur de mathématiques, j'ai oublié son nom, tout à l'heure, disait au moins, voilà, je vais utiliser ce temps, je vais le redonner à l'élève. C'est une bonne idée. Hein, c'est une bonne idée, chef d'établissement. Parce qu'on pourrait dire, ces 5 minutes, je vais pouvoir m'occuper, je vais faire un peu plus de sport, voilà, parce que c'est pas très clair ce que je dois. Ou dire, ce que je faisais en 30 heures, je vais le faire en 35. Donc voilà. Donc il y a une sorte de dilatation, il y a un théorème des organisations humaines qui dit, quel que soit le temps que vous donnez à n'importe quelle tâche, elle occupe l'ensemble du temps prescrit, quelle que soit la tâche. Donc effectivement, dans cette expérience, oui, effectivement, c'est du temps gagné et c'est du temps qu'on peut consacrer un petit peu plus au conseil, à l'accompagnement auprès des établissements. Et est-ce qu'on a quantifié? Parce que nous, j'ai essayé de faire cette expérience à l'IH2F, je vais être transparent avec vous, on a fait gagner par l'automatisation une journée à nos assistants de formation. Aujourd'hui, quand j'interroge, on me dit, c'est pas vrai. C'est-à-dire, on est encore surchargé de travail, etc. Donc, on a effectivement, et je vois Benjamin Chapal qui connaît les assistants de formation, on a automatisé énormément de tâches qui ont disparu, hein, qu'on peut quantifier de un chronomètre. Et le ressenti humain, c'est non, on n'a rien gagné. Donc il y a une vraie question d'objectivation de ce switch entre le temps gagné et les tâches qu'on ne pouvait pas faire hier, l'accompagnement auprès des établissements, et qu'on peut faire réellement. Est-ce qu'on a des preuves, entre guillemets? Alors non, je pense que si on avait dû concevoir un tableau Excel et le faire remplir par rapport à l'ensemble des établissements, ça aurait été très long. Oui, ça aurait pris, on va dire, une demi à une journée par personne, sachant que nous sommes 7 dans le bureau. Alors, moi je voudrais quand même compléter. Je pense que effectivement, le gain de temps c'est très important, mais ça va un petit peu au-delà quand même. Et je vais poser la question à M. Caudron, parce que moi j'ai vécu un peu l'équivalent. Alors, c'était pas pour présenter mon CV, c'était pour avoir un avis sur un travail annexe que je fais. Il se trouve que je suis artiste peintre par ailleurs et que je publie, j'ai eu quelques petites interviews. Enfin, je suis un artiste complètement obscur, hein, mais bon, voilà. Et donc, j'ai demandé à une IA de fais-moi en 20 slides une présentation du travail de Vincent Lacroix. Et elle m'a pondu un truc. Et ça m'a appris des choses, non pas sur moi-même, mais sur la façon de me présenter moi-même. Donc je voulais savoir si est-ce que vous avez vécu la même chose. Oui, tout à fait. C'est un élément important en fait. Il a fait ressortir des points que j'hypertrophie beaucoup dans mes présentations.
effectivement maintenant beaucoup plus attendu. En résumé, il y a bien de temps, mais il y a aussi une espèce d'exploration de la qualité,